Le marché d'échange, le fameux Forex, je vous rappelle, où là, à travers ces places délocalisées à travers le monde, eh bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'échangent des devises contre des devises. Voyons comment fonctionne le marché d'échange, là où se fixe le prix des devises. D'abord, les intervenants. Qui va sur le marché d'échange, eh bien, il y a un certain nombre d'acteurs, essentiellement d'ailleurs des acteurs financiers, et ces acteurs, ils viennent pour des raisons très différentes. Donc, il y a des motivations d'intervention qui sont particulières. Alors, vous avez d'abord les banques centrales. Les banques centrales, qu'est-ce qu'elles viennent y faire? Généralement, elles viennent s'y procurer des devises, elles viennent y vendre de la monnaie nationale pour se procurer des devises, ou l'inverse. Et c'est aussi par ce moyen-là, par ces interventions sur le marché d'échange, qu'une banque centrale peut intervenir sur le prix de sa monnaie, c'est-à-dire sur le taux de change, en vendant sa monnaie ou en achetant sa monnaie, elle va faire varier le taux de change de sa monnaie par rapport aux autres. Donc les banques centrales. Ensuite, on a les banques commerciales. Évidemment, les banques commerciales, elles veulent des devises pour leurs propres opérations, mais surtout pour les opérations de leurs clients. Pensez aux entreprises qui investissent à l'étranger ou qui achètent à l'étranger. Donc les banques commerciales, il est normal qu'elles aient un besoin et qu'elles récoltent aussi des devises, parce qu'il y a aussi des exportateurs qui vont ramener des devises dans les caisses des banques commerciales. C'est d'ailleurs des flux qui sont très importants, puisque c'est 43% des transactions du marché d'échange qui se font entre banques. Près de la moitié. Alors quand on tient compte du fait que les zinzins, vous savez les fameux zinzins, les investisseurs institutionnels, la Caisse des dépôts et consignations par exemple, eh bien on s'aperçoit que 40% des transactions ont lieu entre des banques et les institutions financières non bancaires. Donc vous rajoutez 41 à 40, voilà, vous avez 80% des transactions sur le marché d'échange qui ont lieu soit entre les banques entre elles, soit entre les banques et les agents financiers non bancaires. Donc, c'est pour ça que je vous disais que sur le marché d'échange, c'est essentiellement des professionnels de la monnaie et de la finance qui se retrouvent. Et puis, vous avez les courtiers, ce qui veut dire que le marché d'échange n'est pas directement ouvert aux agents économiques, et vous êtes obligé de passer par des courtiers, qu'on appelle des cambistes aussi, ou qu'on appelle des brokers dans le monde anglo-saxon. Et eux, ils agissent pour le compte des ménages et des entreprises. Alors, les ménages peuvent avoir effectivement besoin de devises sur des opérations, de placement à l'étranger, par exemple. Et les entreprises, évidemment, elles ont des besoins de financement qui va nécessiter l'octroi de devises. Alors, on le voit, différents acteurs, on a commencé à soulever les différentes motivations. Alors, la première motivation à laquelle on peut penser pour agir sur le marché d'échange, c'est le désir de s'approvisionner en devises. Alors, pourquoi on s'approvisionne en devises quand on est résident? Parce qu'on doit honorer une transaction, c'est-à-dire payer un fournisseur américain en dollars, et donc on doit effectivement, en tant qu'entreprise, se procurer ces dollars pour régler la facture du fournisseur. Ou bien, au contraire, dans la relation inverse, dans une relation d'importation, je me suis fait payer en dollars par mon client, donc c'est dans le cadre d'une exportation cette fois-ci, et mon client m'a payé en dollars, et donc je dois convertir ces dollars en euros, et donc, effectivement, il va falloir que je m'approvisionne en euros contre des dollars. Deuxième motif, donc on le voit là, cette motivation, elle est liée directement au commerce international, en quelque sorte. Ça ne représente que 3% du volume des transactions. Alors qu'au départ, on pourrait très bien penser que le marché d'échange, il est fait que pour ça. Il est fait, les pays sont en rapport les uns avec les autres, ils se vendent et ils s'achètent des marchandises, et donc le règlement en devises suppose effectivement qu'il y ait un marché d'échange. Et donc on pourra s'attendre à ce qu'il y ait 100% des transactions sur le marché d'échange qui soient motivées par cela. En fait, pas du tout, ce n'est que 3%. Alors, où sont les autres occasions? Alors pour les entreprises, le marché d'échange est l'occasion
de se couvrir contre le risque de change. Alors qu'est-ce que le risque de change? Eh bien, vous avez un client américain et vous lui avez vendu quelque chose pour 100 000 euros. Enfin, pardon, exprimé en dollars pour 100 000 dollars. Si le prix, et donc il va vous payer, conditions classiques du règlement de l'échange international, il va vous payer sous 90 jours, par exemple. Donc il va vous payer 100 000 dollars. Mais si aujourd'hui le dollar vaut 1 euro et que demain le dollar vaut 0,8 euros, enfin demain dans 3 mois, eh bien vous allez perdre 20% de votre créance. Voilà le risque de change parce que la monnaie dans laquelle on va vous payer, eh bien, a vu son prix baisser. Donc vous perdez 20%, vous imaginez très bien les conséquences, 20% c'est au-delà des marges industrielles, et donc juste par ce risque de change, eh bien l'entreprise est dans le rouge sur ce contrat et a perdu de l'argent, tout simplement. Donc on peut pas, c'est pas possible de fonctionner comme ça, et on a imaginé donc des instruments de couverture de risque de change à partir des devises. Alors il y a plusieurs techniques, on le verra tout à l'heure, pour se couvrir contre un risque de change. Il y a une technique au comptant. C'est très facile. Le jour où je signe mon contrat en dollars, j'achète les dollars. Et donc, effectivement, quoi qu'il se passe, de toute façon, alors là, c'est dans le cas d'un contrat où je dois payer un client américain, j'achète mes dollars, et peu importe si le dollar augmente ou baisse, de toute façon, je les ai déjà. Et je les ai payés au prix où j'avais prévu de les payer parce que je les ai achetés le jour même. L'inconvénient de cette couverture, vous le comprenez bien, c'est qu'il y a une immobilisation de trésorerie, puisque j'ai placé, mettons, si c'est mon contrat, c'est 100 000 dollars, eh bien, pendant 3 mois, je vais être obligé de garder 100 000 dollars dans ma caisse, alors que cet argent aurait pu me rapporter. Ceci étant dit, je peux le reprêter, c'est ce qui se fait. Et puis, vous avez des couvertures à terme, où vous achetez aujourd'hui vos dollars, mais vous les payez qu'à un moment convenu d'avance. Donc, vous avez la couverture, mais vous n'avez pas l'immobilisation de trésorerie. Et puis, il y a un troisième moyen dont on parlera tout à l'heure, ce sont les produits dérivés. Bref, se couvrir contre un risque de change, quand les monnaies, le prix des monnaies est très volatile, comme c'est le cas dans les taux de change flottants, c'est des actes incontournables, et donc il y a beaucoup de transactions qui sont liées à cette couverture contre le risque de change. Si on est la banque centrale, pourquoi intervient-on? Pour réguler l'offre et la demande de monnaie. Donc c'est la politique de change de la banque centrale qui est mobilisée dans ce cas-là. Enfin, dernière motivation, et quand je dis enfin, j'aurais dû commencer par ça, parce que l'essentiel des transactions sur le marché d'échange est lié effectivement à ce motif-là, optimiser l'épargne. Alors j'ai écrit entre parenthèses, spéculer, point d'interrogation. Spéculer, ça, surtout en France, ça n'a pas une odeur de sainteté, donc c'est une activité péjorative, à la limite légale, enfin dans l'imaginaire collectif en tous des cas, et moi je vous dis spéculer finalement c'est simplement essayer de faire fructifier son épargne. Et donc là, on est beaucoup plus concerné par ce genre de définition, puisque chacun essaye effectivement quand la caisse d'épargne rapporte plus, on essaye de voir si on a un placement un petit peu plus intéressant, donc chacun raisonne de cette manière-là. Et ce qui se passe sur le marché d'échange à ce niveau-là, c'est ça. On essaye d'optimiser un capital et de le faire fructifier en profitant des variations des taux de change. Alors, on peut rajouter à ça, effectivement, il peut y avoir des aspects nuisibles à ce type d'activité parce que ces simples opérations d'optimisation de l'épargne conduisent à des variations très très importantes du prix des monnaies. Et donc viennent perturber derrière, si vous voulez, les échanges réels et l'économie réelle. Mais, nous sommes tous des spéculateurs, c'est ça que je voulais vous dire. Dès lors que nous avons une épargne, nous développons tous des comportements de spéculation, mais ils ne sont pas à grande échelle et ils ne sont pas systématiques comme on peut y assister sur les marchés financiers et les marchés d'échange en particulier. Donc on va jouer sur les variations de taux de change, vous avez compris. Il y a une monnaie qui est à son plus bas cours, j'en ai acheté beaucoup,
et quand son cours va remonter, je vais la vendre. Hein, ça fonctionne de la même manière qu'avec des actions ou des obligations. Donc c'est la variation des cours qui permet la spéculation. Donc les opérations sur le marché des changes, évidemment, c'est l'achat et la vente de devises. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des opérations au comptant et à terme. À terme, c'est-à-dire qu'on s'engage à acheter une quantité de devises, mais on la paiera plus tard. Hein, donc, soit c'est en fin de mois, mais il peut même y avoir des contrats beaucoup plus longs. On a des options sur taux de change. Hein, donc tous les produits financiers qu'on retrouve sur des actions ou sur des obligations, on les retrouve aussi sur les devises, les options sur taux de change, et puis les produits dérivés, hein, c'est-à-dire des produits financiers très sophistiqués, en l'occurrence des produits monétaires très sophistiqués, dont la référence est l'évolution d'une monnaie. Par exemple, l'évolution du prix du dollar. Et ce produit financier est assis sur cette évolution-là. Alors, sur le Forex, tous les jours, environ 4 000 milliards de dollars sont échangés. Ce qui en fait un marché extrêmement dynamique. Hein, ça ne consomme pas des petites quantités de monnaie. 4 000 milliards journaliers. Près de 30% des transactions qui se sont nouées sur le marché des changes, sont réservées à des transactions impliquant le dollar et l'euro. Hein, donc, un tiers des transactions se font entre ces deux monnaies, euro et dollar.